Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important. Il s'agit de l'inflation. C'est quoi l'inflation? C'est une hausse généralisée et durable des prix sur les marchés. Ça veut dire quoi? Vous allez constater que d'une année à une autre, par exemple, les prix ont augmenté de 5, 6 ou 7%. Avant cela, nous allons devoir parler de certains concepts qui sont associés à l'inflation, notamment la déflation, la désinflation, l'hyperinflation, la stagflation, l'inflation rampante et l'inflation galopante. Parce qu'il faudra aussi être riche en concepts économiques. C'est quoi la déflation? Il s'agit tout simplement de la baisse généralisée et durable des prix sur les marchés. Simplement, c'est l'inverse de l'inflation. Et la désinflation, elle, c'est la diminution du taux d'inflation. Mais ici, les prix ne baissent pas, mais c'est les taux d'inflation qui diminuent. Mais les prix continuent à augmenter, mais dans une faible proportion que précédemment. La stagflation, elle fait référence à une combinaison d'une croissance économique ralentie, d'une inflation élevée et d'un taux de chômage élevé. C'est ce qu'on appelle la stagflation. L'hyperinflation, c'est une situation où les taux d'inflation avoisinent ou tutoient les 50%, ou voire supérieurs à 50%. Ça, c'est l'hyperinflation. Et l'inflation est rampante lorsque le taux est inférieur à 3%. C'est un taux qui oscille entre 1 et 3%. Donc, généralement, le taux est inférieur à 3%. Donc, c'est une inflation modérée. C'est ce qu'on appelle l'inflation rampante. Et l'inflation est galopante lorsqu'il avoisine, lorsque les taux d'inflation avoisinent les 10%, ou peut être supérieur par exemple à 10%. Et l'inflation devient galopante. Voilà. D'abord, parlons maintenant du mode de calcul de l'inflation. Comment font les pays pour arriver à calculer les taux d'inflation dans une économie? Premièrement, il s'agit de déterminer le panier de consommation des biens et services des ménages représentatifs. Ça veut dire quoi tout simplement? Parce que les habitudes de consommation diffèrent d'un pays à un autre. Il faudrait d'abord voir dans un pays comment les ménages répartissent ces consommations entre les biens alimentaires, entre le logement, le transport, la santé, l'éducation, les loisirs, par exemple. Donc, il faudrait d'abord commencer par déterminer le panier de consommation des ménages représentatifs. Et les habitudes de consommation ne sont pas identiques dans tous les pays. Une fois que l'on a déterminé les paniers de consommation, il faudra attribuer à chaque bien composant ces paniers un poids. Et le poids s'exprime en pourcentage. Par exemple, parce qu'on ne peut pas calculer la moyenne arithmétique simple, il faudra toujours pondérer chacun des biens qui composent ces paniers-là, parce que les biens ne s'équivalent pas en termes de poids. Les ménages accordent beaucoup plus de poids à certains biens plutôt qu'à d'autres, raison pour laquelle on essaie vraiment d'accorder un poids à chaque bien, lequel poids est exprimé en pourcentage. Par exemple, les biens alimentaires peuvent représenter 50% de la consommation des ménages, les logements 20%, l'éducation 20% et les 10% se répartissent entre les loisirs et autres types de biens et services par exemple. Et une fois qu'on a fait cela, il faudra maintenant procéder à la rétention d'une année de base, l'année de référence. Et celle-ci ne se retient pas de manière aléatoire. D'abord, l'année de base ne doit pas être directement associée à une crise économique, par exemple. L'année de base doit refléter véritablement les habitudes actuelles de consommation du ménage. Parce que les habitudes de consommation ne sont pas statiques, elles évoluent au cours du temps. Actuellement, c'est à l'ère de la révolution technologique où les ménages, les entreprises sont en train d'utiliser de plus en plus les voitures qui polluent moins, par exemple, et il y a de plus en plus de la diversification énergétique à travers le monde. Il y a de plus en plus d'usage des smartphones. Alors, il y a 20 ans,
En arrière, par exemple, ces habitudes-là n'existaient quasiment pas. Raison pour laquelle il faudra choisir une année de base qui reflète véritablement les habitudes de consommation actuelles des ménages représentatifs dans un pays donné. Et une fois que l'on a retenu, qu'on a déterminé l'année de base, ou l'année de référence, il faudra maintenant calculer ce qu'on appelle les prix relatifs d'un panier de biens. Par exemple, si le prix des biens alimentaires a été par exemple de 300 € pour un ménage en 2024, par exemple, et que l'année de base est 2023. Supposons que notre année de base soit 2023. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra prendre d'abord les paniers des biens 2024 divisé par l'année de référence 2023 et puis multiplié par le poids qui est exprimé en pourcentage. Vous voyez? C'est-à-dire, vous prenez le prix 2024, par exemple, des biens alimentaires, vous divisez par le prix de 2023 et puis vous multipliez par le poids qui représente ces biens alimentaires. Et une fois que l'on a trouvé ça, et puis on additionne également à d'autres types de biens, jusqu'à trouver ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation. Donc cet indice des prix à la consommation nous permet de calculer le taux d'inflation entre deux périodes. Donc l'IPC égale panier, donc les prix du panier des biens 2024 par exemple, divisé par les prix du panier des biens 2023, qui est l'année de référence, multiplié par 100, pour trouver cet indice-là. Et le taux d'inflation, lui, va faire référence à la formule ci-après. C'est l'indice des prix à la consommation de l'année courante, moins l'indice des prix à la consommation de l'année précédente, divisé par l'IPC de l'année précédente, multiplié par 100. C'est ça le taux d'inflation. Si par exemple, ce taux est égal à 5%, ça veut dire que les prix ont augmenté de 5% entre 2023 et 2024. Alors, la Banque mondiale exige à ce que les pays puissent récolter plus ou moins beaucoup de prix sur les marchés. C'est-à-dire, pour un seul bien, il faudra prélever ces prix sur différents marchés. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez un bien comme les pains, il faudra prélever son prix sur les marchés, par exemple, traditionnels, sur les supermarchés, dans un restaurant, partout les pains se vendent. Il faudra vraiment arriver à prélever ces prix-là pour arriver à les comparer. Et la Banque mondiale exige à ce que l'on atteigne par exemple 200 000 prix. Mais les prix ne doivent pas être inférieurs à 300. C'est-à-dire les prix varient de 300 à 200 000 prix selon les exigences de la Banque mondiale. Maintenant, parlons des causes de l'inflation. Quelles sont les causes de l'inflation? Pourquoi est-ce que les prix augmentent de manière générale et durable dans une économie donnée? Nous allons principalement parler de trois sources. Premièrement, c'est l'inflation d'origine monétaire. Ça veut dire quoi? Ici, vous avez un accroissement de la masse monétaire face à une insuffisance d'offres, une insuffisance de production. Ça veut dire quoi tout simplement? Lorsque le pays, via la Banque centrale, décide d'accroître la masse monétaire, par exemple, de 10%, et que la production de son côté a augmenté de 2%, donc pour équilibrer les choses, c'est uniquement le prix qui devra être les mécanismes d'équilibre ou de restauration de l'équilibre. Donc les prix devront être augmentés de 8% pour retrouver les 10% d'accroissement de la masse monétaire. Donc c'est une augmentation de la masse monétaire contre une augmentation disproportionnelle de la production qui va engendrer une augmentation du prix parce que celui-ci va constituer le seul levier de restauration de l'équilibre sur les marchés.
Et ça, c'est ce qu'on appelle l'inflation d'origine monétaire. Et nous avons vécu ces cas, par exemple, en 1923 en Allemagne, où pour se procurer un pain, à l'époque, en 1923, il fallait vraiment consacrer une énorme quantité de monnaie allemande. Et l'année de même, en 2008, au Zimbabwe, parce que le gouvernement avait décidé d'imprimer des billets de l'ordre de plus ou moins 100 000 milliards de dollars zimbabwéens, alors que la production n'avait pas suivi. Par conséquent, il y avait une hyperinflation, exagérée même, ce qui avait fait perdre la valeur de la monnaie zimbabwéenne. Et par conséquent, vous savez, quand il y a une hyperinflation comme ça, les gens perdent la valeur à la monnaie nationale, les gens vont devoir chercher à s'en débarrasser et à se retourner vers d'autres monnaies. C'est ça qui crée la dépréciation monétaire. Et comme vous le savez, c'est-à-dire l'inflation est aussi une cause d'une dépréciation monétaire. Et les cas les plus récents, c'est au Venezuela, entre 2014 et 2020. On a assisté à une hyperinflation au Venezuela parce que l'État, via la Banque centrale, a fait ce qu'on appelle le financement monétaire du déficit public. Donc la plupart des pays arrivent à financer leur déficit public via la création monétaire par impression des billets. Et c'est une stratégie, c'est une politique qui est généralement interdite par les banques centrales à travers le monde. La deuxième cause, c'est ce qu'on appelle l'inflation par l'écoute. Ça, c'est du côté offre. C'est-à-dire, généralement, lorsque les coûts des matières premières augmentent, que ce soit au niveau interne ou à l'international, cette augmentation va devoir être répercutée dans les prix de vente des producteurs ou des entreprises. Par conséquent, les prix vont être tirés vers la hausse. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'inflation par l'écoute. Nous avons également ce qu'on appelle l'inflation par les anticipations des agences économiques. Comme vous le savez,